quitte à prendre quelqu'un comme ça au départ, Raphaël, j'aimerais bien commencer avec vous. Puisque vous êtes pas seulement, vous travaillez d'accord dans une boîte de service, mais vous êtes aussi, vous avez un gros passé, pour pas dire passif, de directeur des achats. Est-ce que vous pourriez nous dire, finalement, au nom des directeurs achats, quelle est votre vision des systèmes d'information achat, de ce qu'ils apportent et de leur évolution? Merci Patrick. Bonjour à tous. Merci Patrick, bonjour à tous. Alors merci pour cette question qui est pas la plus simple, mais qui est normale pour commencer, Patrick. Alors la vision des directeurs achats aujourd'hui sur les solutions digitales, elles sont multiples, mais elles dépendent avant tout du niveau de maturité, du secteur d'activité et de la direction achat. Alors, il y a un sujet sur lequel aujourd'hui et à court terme, toutes les entreprises en tout cas travaillent, c'est la digitalisation du processus achat. Donc, que ce soit du source-to-pay ou du P2P, elles investissent dessus. Ça, c'est la base. Après, je dirais à moyen et à long terme, et tout dépend, là encore, du niveau de maturité. On peut adresser des sujets liés au SRM, liés au suivi, au pilotage des contrats, c'est un enjeu fort. La gestion des tableaux de bord, des KPI, et donc de la data, et j'aurai l'occasion d'y revenir, est un sujet extrêmement important pour les directions achats. Les achats responsables, bien évidemment, et on en reparlera dans la troisième partie. Et un sujet qui est important aussi pour les directions achats, c'est aujourd'hui comment je m'interface avec mes fournisseurs au travers de la solution, mais aussi comment je m'interface en interne avec mes clients. Et puis, je parlerai bien évidemment des solutions de catalogue, qui sont toujours, ça fait maintenant des années qu'ils travaillent dessus, et puis des solutions de marketplace qui prennent de plus en plus de place pour gérer des achats non stratégiques, voire semi-stratégiques. Merci beaucoup, Raphaël. Je pourrais rebondir sur votre dernier mot, Audrey. À l'instant, Raphaël venait de citer les marketplaces, les places de marché, comme une des composantes de ces systèmes d'information. Comment voyez-vous l'évolution ces dernières années de ce type d'offres dont vous êtes spécialiste ? Merci beaucoup Patrick, bonjour à tous. En France, on l'a vu avec la pandémie, de nombreuses entreprises se sont digitalisées. Et je lisais récemment dans une étude de PricewaterhouseCoopers qu'aujourd'hui la transformation digitale est la troisième priorité stratégique des directions achats. Et pourtant, seulement 64% des directions achats sont digitalisées et ont une solution source to pay. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus. Chez Unite, on permet d'accélérer la transformation digitale grâce à une marketplace B2B, donc une place de marché avec des millions de produits et un créditeur unique, et un réseau de fournisseurs qui permettent d'avoir ces contrats cadres hébergés dans la solution. On constate différents besoins qui proviennent des directions achats. Tout d'abord, un besoin de réduction des coûts, surtout en ces temps de crise. La digitalisation permet de réduire jusqu'à 60% des coûts de processus. Les directions achats nous parlent aussi de besoin de gagner du temps. Et notamment, on le voyait récemment avec un de nos clients qui s'appelle Arkeba, ils ont remarqué qu'en digitalisant, ils pouvaient gagner plus de temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et en ces temps de crise, c'est quelque chose d'important. Cela permet aussi de réduire les risques, puisque les utilisateurs, en ayant des marketplaces ou des plateformes, vont avoir des fournisseurs certifiés. Et ça permet également de rendre les utilisateurs plus autonomes en ayant accès, en gardant bien sûr un certain contrôle et une visibilité sur les dépenses qui sont faites. Donc on remarque plusieurs tendances et l'idée c'est de s'adapter à tous ces besoins et Unite permet de s'adapter à ces besoins en ayant à la fois une solution adaptée aux grandes entreprises ou moyennes entreprises en se connectant par exemple dans des systèmes tels que Coupa ou dans une centaine d'autres systèmes e-procurement ou en ayant une solution plus adaptée aux PME et plus petites entreprises qui n'auraient pas aujourd'hui de système e-procurement et qui souhaiteraient avoir un compte Internet multi-utilisateur avec des règles de validation ou des centres de coûts. Merci Audrey de m'offrir une transition gratuite comme ça, parce que Jean-David, je sais pas, c'est toujours. Là, finalement, Audrey ouvre une porte en disant qu'elle collabore probablement avec des systèmes tels que le vôtre. Et finalement, quelle a été l'évolution de ces systèmes que tout à l'heure Raphaël nommait source to pay? Est-ce qu'on est toujours sur ce source to pay? Est-ce que
on ajoute des fonctionnalités comme celles que propose Unite. Est-ce que ça va encore plus loin ? Alors, bonjour à tous déjà. Et donc, effectivement, côté éditeur, notre constat, c'est que nos clients ont en gros 4 besoins. Ils ont un besoin de visibilité supérieur par rapport à ce qu'ils ont. Ils ont un deuxième besoin qui est un besoin de réactivité, parce que le marché est très fluctuant, donc ils doivent pouvoir s'adapter en temps réel. Ils ont un besoin de sécurisation. Donc on va en parler juste après, et un besoin d'anticipation. Donc sur la partie visibilité, effectivement, c'est ce qu'Audrey disait, et également Raphaël. Nos clients en fait ont tendance à ajouter sur la partie digitalisation, à ajouter des briques fonctionnelles, soit en amont, soit en aval. Donc ça veut dire que si la partie engagement de dépenses est plutôt bien couverte généralement. Ils ajoutent certaines briques supply chain justement pour avoir cette visibilité qui est globale, et avec la nécessité effectivement que les briques communiquent entre elles, parce que c'est pas juste du best of breed, mais l'intérêt c'est vraiment d'avoir une suite consolidée en termes de visibilité. Et on constate en gros, nous côté Coupa, on constate qu'à peu près entre 20 et 30% des nouveaux projets qu'on fait sont des projets d'extension d'offres déjà existantes chez nos clients. Le deuxième point, c'est toute la partie agilité, donc c'est cette capacité à s'adapter au contexte fluctuant. Et là-dedans, on a énormément en fait de retours de nos clients via notre communauté d'utilisateurs. On a beaucoup de retours de nos clients, et en fait on adapte et on intègre 50% désormais, alors que ça augmente en permanence. On intègre 50% de leurs besoins dans nos outils, parce que c'est ce besoin, enfin ils ont un vrai besoin de réactivité là-dessus, et ils ont besoin d'avoir des outils qui sont pas figés comme on avait à une époque son ERP pendant 10 ans il bougeait pas. Maintenant on a besoin de ce principe d'adapter ses outils aux nouvelles contraintes. Le dernier point, enfin le point d'après, c'est toute la partie sécurité. Donc on a constaté, nous on a un module effectivement qui gère toute la partie gestion de risque, et en fait on s'aperçoit que nos clients sont beaucoup plus demandeurs de ça, et on a désormais à peu près quasiment 50% de nos appels d'offres qui contiennent une composante de risque, de gestion de risque. Donc ça augmente énormément, et donc c'est vraiment un sujet qui est chaud chez nos clients. Et le dernier point, on a beaucoup de clients aussi qui nous disent ok, c'est bien les solutions, mais nous on a besoin d'être capable d'anticiper ce qui va arriver. Et donc ça passe par plusieurs axes. Un axe qu'a nommé Raphaël tout à l'heure, c'est toute la partie gestion de données. Donc effectivement de savoir, on a beaucoup de données, qu'est-ce qu'on va en faire et comment est-ce qu'on les traite, parce que le volume de données niveau acheteur augmente énormément. Et puis surtout c'est d'avoir une notion de prescriptif, de dire bah voilà, demain comment est-ce que je suis capable avec les outils que j'ai d'avoir des tendances, ou que quelqu'un me propose des pistes d'amélioration. Donc effectivement l'offre chez nos clients augmente, et donc la couverture de end-to-end augmente, aussi bien sur la partie supply chain que sur la partie P2O que sur la partie finance. Juste en complément, est-ce que ça veut dire qu'un éditeur se doit d'acheter ou de développer des fonctionnalités supplémentaires, ou est-ce que c'est plus des partenariats technologiques, ou c'est le client qui fait son... Alors, on pourra revenir sur le sujet, mais effectivement, l'idée, alors, en tant qu'éditeur, on peut pas être bon partout. Donc il faut choisir ses guerres, si j'ose dire. Donc il faut choisir ses guerres, et côté Coupa, il y a un certain nombre de choses qu'on développe en interne, ou bien on rachète sur une approche best of breed, on rachète des applications qu'on intègre dans nos outils. Et où on a effectivement des partenariats comme Audrey l'a mentionné, on a des partenariats avec des sociétés externes, et où on gère en fait toute la partie intégration, puisque le but pour nos clients, c'est que ce soit complètement transparent. Ils peuvent avoir plusieurs applications, mais ils ont envie d'une navigation fluide. Aurélien, vous êtes une société de conseil. Et j'ai déjà tout à l'heure Raphaël qui disait il faut un certain degré de maturité. Et moi j'ai envie de vous demander au nom du public, digital, nous disaient les deux derniers intervenants, mais est-ce que c'est finalement une fin en soi est-ce qu'il n'y a pas une question de sens, une question derrière ce digital ? Bonjour à tous tout d'abord. Déjà il y a un postulat clair et annoncé, c'est que depuis 2020 et la fin de la première période Covid, il y a une course à la digitalisation qui s'est très nettement accélérée et qui est renforcée actuellement avec le contexte de pénurie qu'on connaît aux achats. Et on dénote beaucoup de demandes
sur des projets de type SRM, souvent pour des clients qui ont déjà une suite de solutions mais qui veulent étendre. SRM sur le Supplier Relationship Management et la gestion des risques et du panel fournisseur, et aussi des demandes sur la maîtrise et l'exploitation de la data. Mais on dénote aussi des clients qui n'étaient pas équipés, qui se lancent. Mais j'aime à dire qu'en effet, les outils, c'est une finalité, mais pas une fin en soi. Il est essentiel dans chaque contexte, pour chaque client, de se construire sa propre roadmap, sa propre vision, sa feuille de route digitalisation à 1 à 5 ans, en prenant conscience de la maturité de son organisation et de ses processus. Digitaliser un processus qui dysfonctionne aujourd'hui, c'est juste mettre encore plus en exergue demain qu'il ne va pas fonctionner, mais prendre aussi en compte le volant de sa capacité au virage digital. C'est-à-dire que people, process et outils vont permettre de construire cette maturité pour faire le meilleur choix de roadmap digital et donc des choix d'outillage des différents process. C'est un élément clé et malheureusement aujourd'hui on le constate encore, même si ça a tendance à un peu s'améliorer. Le cadrage en amont est un acte, est une action essentielle. C'est l'occasion de revoir ces méthodes de travail, d'identifier les processus qu'il faut optimiser et peut-être qu'il faut transformer par cette occasion. Parce que si c'est pour faire un copier-coller de l'existant, pour essayer de le plugger dans un outil, on peut s'exposer à des limites. Et d'ailleurs, Jean-David, j'ai apprécié. On est dans un monde imparfait, il n'y a pas de solution qui va permettre de répondre à 100% à toutes les attentes. Donc, d'où l'intérêt de bien construire sa vision, définir ses processus et de définir un plan cohérent dans le temps, sans sous-estimer la conduite du changement suite au go-live des solutions. Juste une question complémentaire, Raphaël. Vous avez cité en premier la question de maturité, mais je n'ai pas compris si vous parliez d'une maturité digitale, d'une maturité... C'était peut-être plus une question de maturité des organisations. À ce moment-là, on revient à la question des processus que citait Aurélien. Alors, c'est en effet une bonne question. Aujourd'hui, nous, quand on accompagne des clients, on va travailler sur le diagnostic de la fonction achat. Une des briques importantes, bien évidemment, c'est process, outils et digitalisation, et volontairement, je le mets à côté. Donc oui, c'est une brique, mais c'est en lien avec le niveau de maturité global de l'organisation achat. Pour faire ces analyses, nous, on part d'un élément important, c'est le cas d'usage et l'expérience utilisateur. Et quand je parle d'expérience utilisateur, je parle d'expérience utilisateur, que ce soit le client interne ou bien le fournisseur, qui est parfois le parent pauvre des solutions et qui subit beaucoup, en tout cas, les solutions. Donc c'est important de partir par là. Et en parallèle, on travaille sur une stratégie de digitalisation. Parce que aujourd'hui, Aurélien l'a dit tout à l'heure, en effet, il y a une course à la digitalisation, comme toutes les autres fonctions de l'entreprise. Mais cette stratégie de digitalisation va permettre de cranter aujourd'hui la dématérialisation. Je parle volontairement de dématérialisation du processus achat, parce que ça, c'est la première étape. Et là-dessus, il y a des solutions qui sont matures. Mais derrière, il y a une stratégie de digitalisation qui est liée à une stratégie de données, mais qui doit être liée à une stratégie de données au niveau de l'entreprise elle-même. La donnée, ça a toujours été une difficulté pour toutes les organisations achats aujourd'hui, d'avoir une donnée qui est fiable, qui est issue souvent de plusieurs ERP quand vous êtes dans des groupes multi-entités, qui n'a pas forcément suivi toutes les évolutions de l'entreprise. Donc la data, c'est la clé. Et elle est le pivot de la stratégie de digitalisation. Donc oui, raisonnons cas d'usage, raisonnons expérience utilisateur et à partir de là, construisons la meilleure solution. Je reviens sur ce que disait Jean-Patrick. Aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs, de gros acteurs qui pilotent en effet le processus achat, en tout cas certaines étapes du processus achat. Il y a d'autres sociétés dont Unit qui arrivent avec des nouveaux modes de gestion de certaines typologies d'achat, pas toutes, de certaines typologies d'achat, qui sont en effet complémentaires. Mais si on raisonne en cas d'usage, on va trouver une solution par rapport à un cas d'usage. Et après, l'intérêt, c'est de se connecter à l'ensemble, donc à avoir une vision plutôt globale. Audrey, je rebondissais sur ce que nous dit Raphaël en disant les fournisseurs sont les grands oubliés, il y a aussi la digitalisation du fournisseur. Est-ce que dans votre cas, est-ce que finalement les fournisseurs et la digitalisation des fournisseurs ne serait peut-être votre premier projet, votre premier... Effectivement, on en a vu qu'en ces temps de crise, il est important d'avoir une vision sur les relations fournisseurs. Aujourd'hui, un directeur achat peut même s'appeler un directeur des relations fournisseurs. Notre souhait chez Unite, c'est de connecter
acheteurs et fournisseurs, de les mettre en relation et de favoriser les échanges pour avoir, par exemple, des prix négociés plus rapidement, un catalogue mis en ligne et la possibilité de commander plus rapidement. Donc il y a une dimension de relations fournisseurs qui est plus importante, je trouve, aujourd'hui, en ces temps. Alors, juste un petit mot, donc, j'ai dû oublier de le dire au début, donc, vous retrouverez nos intervenants et beaucoup plus au Salon Solutions le 11 et 12 octobre. Vous tapez Salon Solutions sur Internet, vous réservez votre place. C'est à Porte de Versailles, c'est ouvert toute la journée. Tous les grands acteurs sont là, donc déplacez-vous si vous êtes manager, directeur des achats ou responsable de la digitalisation. Vous trouverez des conférences et des personnes qui vous attendent sur leur stand. Nous allons passer à la deuxième partie, et la deuxième partie, c'est finalement très d'actualité. Qu'est-ce qu'ont révélé les crises? Qu'est-ce que les crises nous ont appris?